Je suis avec, au salon du livre des associations juives de la mairie du 3e arrondissement, en compagnie d'Anne Gorouben. Et on voit bien que vous êtes une spécialiste, si on peut dire, de Kafka. Spécialiste, pas vraiment, disons une lectrice en dessin pour ce livre. Comment Une lectrice en dessin. En dessin, c'est-à-dire? Il s'agit donc en fait Ah oui, vous illustrez un peu Kafka. c'est pas un livre illustré, disons que c'est vraiment une lecture dessinée, c'est-à-dire que reprenant ce livre que j'ai lu, je pense vers 19-20 ans, qui a été pour moi extrêmement important. De quel livre parlez-vous? Le journal, pardon. Ah d'accord. Il s'agit du journal de Kafka. Ah ouais, d'accord. Et à partir du journal de Kafka et de la lecture que j'en ai faite, j'ai petit à petit accumulé des dessins qui sont à la fois des interprétations à partir de la langue même de Kafka. C'est pour ça que le texte dans la traduction... C'est votre écriture, ça. Oui. Oui, ça n'a rien à voir avec ni le dessin que faisait Kafka lui-même, ni avec le texte original de... Et ça s'échelonne sur des dizaines d'années, quand même pas? Le journal lui-même, c'est... Non mais vous, votre rapport au texte. Oh, bah, écoutez, depuis l'âge de 10 Oui, ans, je lis ce et vous avez gardé tout ça? Donc il y a Non, le travail que j'ai fait débute en 2001 lorsque Robert Bobert me demande... non, c'est moi qui me demande à Robert de pouvoir travailler avec lui et Pierre Dumaillet sur la correspondance de Kafka, dans le cycle des correspondances d'écrivains. Et je lui dis, mais tu sais, le Kafka, je peux le faire, j'ai un lien très fort avec Kafka. Et à partir de ça, je vais aussi donc je vais travailler sur les documentaires correspondance Kafka, Pierre Dumaillet et Robert Bobert pour la Sainte. Et ensuite, avec le critique d'art de Georges Lemaire, je vais partir sur les rêves. On me demande de travailler sur les rêves pour une exposition qui a lieu au Montparnasse, au musée du Montparnasse, en 2002. Mais je vais continuer et je vais spécifiquement, donc, m'intéressant aux rêves de Kafka, immédiatement je me transporte dans le journal. Parce que dans le journal, il y a beaucoup de récits de rêves. Ah bon, d'accord, c'est ça. J'élargis ma recherche à des citations, à des fragments de textes qui sont, comme dans l'écriture de Kafka, extrêmement précis, qui, en quelques lignes, dessinent presque dans l'espace une scène, une image qui, à moi, me parle intensément. Donc vos textes, c'est votre réaction, c'est votre commentaire? C'est mon commentaire, c'est mon accompagnement. C'est ma dette aussi payée à un écrivain qui m'a beaucoup aidé à vivre et à survivre. Parce qu'en fait, quand on a 19 ans, 20 ans, la vie n'est pas facile. On ne laissera jamais personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Donc c'était des périodes très très douloureuses. Et lire le journal de Kafka où il expose à la fois sa passion de la littérature, sa passion de la langue yiddish, sa difficulté d'être, sa douleur physique, ses cauchemars, ses rêves, sa division entre le besoin de se tourner vers une vie telle qu'on la lui propose, c'est-à-dire le mariage, et puis son vrai mariage intérieur avec la littérature. La tuberculose aussi, la maladie réelle, tout ça c'est une vie qui est écrite dans les lignes avec parfois beaucoup de douleur, mais avec une telle beauté, le journal est une telle matrice de toute l'œuvre de Kafka qu'on ne peut que s'en sortir raffermi, renforcé, avec un très intense sentiment de la vie. Donc c'est revigorant de lire Kafka? Absolument, bien sûr. Ah oui? Bien sûr, parce que c'est un lutteur. D'ailleurs, il met beaucoup de... Il y a souvent... Je ne lis pas tellement dessiné ici, mais finalement, je pourrais dire c'est la lutte de Jacob avec l'ange. Mais la lutte de Kafka avec ses démons... Ce sont tous vos dessins, ça? Ce sont mes dessins. Il y en a 73, il aurait pu y en avoir 400. C'est une technique très particulière, c'est... Oh bah écoutez, c'est la technique la plus simple, n'importe comment, c'est un peu le fusain. n'importe où. Oui. Non, c'est pas du fusain, ce sont des petits formats, c'est du papier,
et un crayon. Oui. C'est du crayon à papier. Ça crée une atmosphère très spéciale en tout cas. Oui, c'est parce que ce sont des dessins qui sont sans modèle, c'est-à-dire que le modèle, il est un modèle les yeux fermés. Je dis que je dessine les yeux fermés, de mémoire. Je vais chercher à l'intérieur ce que provoque l'écho. Donc ces textes-là, de ce ces sont des textes traduits de Kafka de l'allemand. Traduits de l'allemand, parce qu'il était de langue allemande, Oui. par Marthe Robert, dans les années 60. Voilà, Marthe Robert qui est la connue, oui, bien sûr. Grande psychanalyste, grand écrivain et grande traductrice de Franz Kafka. Donc vous n'avez pas eu accès directement au texte allemand? Si, Si, quand bien même. sûr. Ah, d'accord. Écoutez, j'ai quand même le journal en allemand aussi. Ah, oui, mais d'accord. je n'ai pas le niveau Oui. de compréhension immédiate de ces textes. Sur d'autres œuvres, j'ai écrit le texte en allemand. Sur des pastels que j'ai fait pour 2001, 2006, Oui. 2002-2006. J'ai écrit le texte des rêves en allemand. Sur tout ce qui est couleur, je l'ai écrit en allemand. Sur ce livre, et pour ces dessins qui sont des petits formats, je voulais que la saisie soit immédiate comme elle m'avait saisie moi-même. Et donc j'ai mis la version française, qui est aussi celle par laquelle j'ai eu connaissance de ce récit, de ce texte. Est-ce qu'il connaissait l'œuvre de Freud, de Kafka, par exemple? Il est contemporain, je pense qu'il devait la connaître. Il n'en parle pas. Il n'en parle pas spécialement. Peut-être dans sa correspondance. Mais bon, il était à Prague, Vienne n'était pas très loin. De toute manière, c'était. Ah non, ça faisait partie de l'Empire austro-hongrois. L'Empire austro-hongrois, de toute manière, c'était un homme extrêmement curieux et qui devait connaître. Je ne me souviens pas comme ça dans le journal. Il est mort en quelle année, Kafka? Il est mort en 24. Ah d'accord, après la dislocation de l'Empire. Ah oui, bien après, enfin quelques années après. Et il est mort à côté de Vienne, dans un sanatorium, mais il a habité à Berlin. Il a eu quand même une femme qui s'est occupée de lui, qui était Dora Diamant. Diamant, oui. Qui a été vraiment une femme extraordinaire. Alors il a écrit dans quel... Il était à Prague quand il écrivait ou il écrivait? Il est à Prague, il n'a pas beaucoup, il n'a pas beaucoup voyagé. Kafka, il a voyagé dans des sanatoriums, il a voyagé sur la Baltique, c'est là qu'il a rencontré Dora. Il a voyagé un peu à Vienne, à Paris, il a fait un voyage avec Max Brod en 1911. Oui. Il a rapporté des écrits de voyage. Et comment il a vécu la guerre alors, lui? Écoutez, on connaît très bien la phrase du 2 août, je crois que c'est le 2 août, le 1er août 2014, où il dit ce matin, aujourd'hui la Prusse a déclaré la guerre à la Russie, après-midi difficile. Il a vécu la guerre sans y participer, bien sûr, parce qu'il était beaucoup trop faible, il était malade. Oui. Je ne sais pas, les années de guerre, il parle un petit peu du front, mais pas beaucoup. Il me semble dans son journal. Je n'ai pas. Est-ce qu'il parle de guerre intérieure Est-ce qu'il parle de son écriture? Est-ce qu'il parle de ses livres en train de... Tout le temps de la difficulté, de la. En fait, quand je dis que c'est la matrice, le journal, c'est que vraiment, il travaille ses textes, une version, une deuxième, une troisième, comme le premier. En 1910, les premières pages commencent avec un texte qui va remanier 3 fois et qui est un peu. On me dit, je cite un peu de mémoire, c'est très faux. Je pourrais dire à plusieurs titres que mon éducation m'a causé beaucoup de tort. J'aurais pu, si j'avais été libre, etc., grandir comme ce petit animal parmi les ruines, etc. Or, voilà, il accuse son père, des institutrices, l'instituteur, enfin quelques professeurs. Et il va remanier ce texte 3 fois et c'est absolument extraordinaire. Il remanie aussi un texte sur la lutte avec l'étudiant d'à côté, de la chambre à côté, la chambre de bonne. Il remanie beaucoup de textes et des fois il dit non, il n'y a aucune littérature là-dedans. Bien comme dans ce... Il y a un dessin où on ne comprend absolument pas mon écriture. Oui. On ne la lit pas du tout parce qu'elle s'est petit à petit effacée. Et c'est un texte extraordinaire. Je trouve, du 8 décembre 1911. Voilà, je l'ai dessiné en train d'écrire à sa table. Et il dit, j'ai en ce moment, je l'ai déjà eu cet après-midi, un grand besoin d'extirper mon anxiété en la décrivant entièrement. Et de même qu'elle vient des profondeurs de mon être, de la faire passer dans la profondeur du papier, de la décrire de telle sorte que ce que j'aurais écrit peut être entièrement compris dans mes limites. Ce n'est pas un besoin artistique. Il dissocie totalement en fait ce qui est le besoin
absolument intense, impérieux d'écrire pour écrire, et ce qui est travail artistique. C'est pour ça qu'il remanie les textes et qui fait vraiment un travail artistique. Oui, c'est une matière première qu'il retravaille. La première, même les chansons Gracchus est évoquée ici dans ce petit. Il y a aussi ce texte sur lequel on était tout à l'heure. Alors voilà, par exemple, un petit fragment. Qu'ai-je de commun avec les Juifs? C'est à peine si j'ai quelque chose de commun avec moi-même, et je devrais me tenir bien tranquille dans un coin, content de pouvoir respirer. Alors, comment vous avez fait pour sélectionner ces fragments de son journal? Vous n'avez pas tout pris? Vous n'avez pas tout pris? Je n'ai pas tout pris, bien sûr, c'est pour ça que je vous dis, il peut y en avoir 550, 679. Vous avez retenu certaines choses, certains passages? C'est un choix qui est très très personnel. Et puis en fait, il a fallu à un moment donné que je commence un autre livre qui était là destiné à... Oui, je suis tombée sur un texte de mon père et ça m'a envoyé vers une autre écriture, un autre travail d'écriture, qui est le 100 boulevard du Montparnasse, qui est édité au Cahier dessinés et qui relate l'histoire de ma famille pendant la guerre et comment moi, héritière de ces deux générations de survivants, je pouvais moi aborder cette question. Et donc j'ai laissé Kafka de côté à ce moment-là. Mais j'ai commencé à dessiner pour 100 boulevard du Montparnasse sur le même carnet que sur le carnet de Kafka. Donc tout ça est très très lié. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ce dessin. Montrez-moi, montrez-nous. Ce dessin qui est une adresse à son père. Il ne parle pas directement, il évoque son père et la façon dont le père voudrait penser que tous ses enfants sont forcément beaucoup plus heureux que lui, parce que lui, il a connu la misère, il a connu beaucoup de choses. Mais Kafka dit, c'est que ces faits exacts, ce qu'il ne veut pas comprendre, c'est que ces faits exacts, comparés aux faits plus exacts encore, que je n'ai pas souffert tout cela, ne lui permettent pas le moins du monde de conclure que j'ai été plus heureux que lui. Eh oui. Et ça, il l'écrit en 1911 aussi. Et bon, voilà, c'est une matrice de la lettre au père, qui est toujours cette incompréhension entre deux générations, entre celles qui voudraient fermer les yeux et ne pas entendre, et boucher les oreilles à la souffrance des enfants, et notamment ici du fils, pour ne parler que de soi et vouloir ne transmettre que des choses soi-disant heureuses alors qu'on ne parle que du malheur. Et c'est une grande déchirure entre les pères et les fils, et les pères et les filles, les mères et les filles. En fait, et donc vous avez consacré aussi du travail à votre père, ça? À ma famille. À votre famille. À partir du texte de mon père, j'avais en fait, qui était un texte intime et seulement destiné à sa famille propre, j'avais de son point de vue émotionnel, le récit de l'histoire de la famille pendant la guerre. Que je pouvais comparer. Et ça s'appelle comment l'ouvrage? Comparer et mettre avec tous les autres récits qui m'avaient été faits de ma grand-mère, de ma tante, de tous mes grands-parents. L'autre livre est édité au Cahier dessinés. Il s'appelle 100 boulevard du Montparnasse. Comment ça s'appelle? 100 boulevard du Montparnasse. C'est une adresse qui a existé, effectivement. Cette adresse existe toujours, mais l'immeuble dans lequel moi aussi j'ai grandi et dans lequel mes grands-parents paternels ont fondé leur famille, l'immeuble n'existe plus. Non. Il est toujours mitoyen de la coupole. Il appartenait au père Lafont à l'époque. C'est pas l'immeuble de la paroisse, non? Pas du tout. C'est l'immeuble. Il y a beaucoup de gens qui se souviennent de cet immeuble. C'est là que le père Lafont, monsieur Lafont, a commencé son exercice de bougnat à Paris. En 1926, il a ouvert la coupole, mais sa fille a toujours tenu l'ancien bougnat. Et elle avait un petit magasin de parapluies qui s'appelait, je ne sais plus, j'oublie le nom. Mais c'était là aussi que pendant la guerre, ma grand-mère et mon père et sa fille et la soeur de mon père, ont été cachés dans le fond de la cour par le père Lafont pour échapper à la police française. Ah oui, ils n'ont pas changé, ils sont restés dans l'immeuble en fait. Voilà, et mon père a été ensuite caché dans un village Plessis-Bouchard. Et mon grand-père a été à l'hôtel de Brest, maintenant l'hôtel Aramis. Et ils ont tous échappé à la déportation? De ce côté-ci, oui, de l'autre côté, non. Mais mon grand-père est venu d'Auschwitz, du côté de la rue des Audriettes. Donc en fait, j'ai dessiné et actuellement, je travaille sur la suite de ce livre qui paraîtra aussi au Cahier dessinés.
Donc vous êtes également dessinatrice ou Je suis peintre? Je suis peintre. J'écris un peu parce que le texte de Sur le boulevard du Montparnasse et celui à venir aussi est de moi. Mais je suis principalement. Et pas uniquement en noir et blanc. Non, non, bien sûr que non. Non, non. J'ai beaucoup travaillé au pastel, au pastel sec. J'ai beaucoup travaillé en peinture, à l'huile, à l'encre, à l'aquarelle. Toutes les techniques en fait correspondent à un format, à une expression, à un domaine particulier de recherche. Eh bien, merci beaucoup Anne Goruben. Je vous en prie.